Le premier invité du Club de la Presse, c'est Alexis Corbière, le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Et merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes interrogé ce soir par Eugène Bastier du Figaro et Serge July d'Europe 1. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, cette question que tout le monde se pose ce soir, Alexis Corbière, au lendemain donc, de cette primaire de la gauche, y a-t-il eu tripatouillage? On s'interroge sur les chiffres de participation. Hier soir, ils étaient d'1,3 million. Ce matin, d'1,6 million. Hier soir, 1,3 million. Hier matin. Hier. Le premier chiffre donné, mais c'est après que ça a évolué. Hein. Non mais, pardon, moi je le crois qu'il y a eu tripatouillage. Je le crois. Et ça m'a choqué. Je pense que la politique, c'est une question d'éthique. Quand on fait des primaires, qui veut être un exercice ouvert. Moi, je suis défavorable à ce système-là, mais on nous a expliqué à longueur. Voilà, il faut que ce soit propre et pas avec les vieilles méthodes socialistes solfériniennes. Et moi, ce qui m'a agacé hier soir, et j'étais un des premiers à dénoncer ça, c'est que j'étais invité sur une radio concurrente et à 20h, les responsables socialistes pétaradaient en expliquant qu'il y avait près de 2 millions de voix. Et que, évidemment, ils reprenaient une centralité au sein de ce qu'ils considéraient la gauche. Et en gros, circuler, on devait se ranger derrière eux et on me toisait. Et moi, au vu quand même d'une certaine expérience, quand je vois qu'il y avait 400 000 personnes qui auraient voté vers 13h, je jugeais impossible qu'on annonce près de 2 millions le soir, et les faits m'ont donné raison. Et je vais dire à ce micro quelque chose de précis parce que je n'ai pu récupérer, moi, à l'heure où je parle, que les chiffres de la Fédération de Paris. Le Parti Socialiste affirme qu'il y aurait eu hier 126 000 votants à l'occasion de cette primaire. J'ai reporté ces chiffres au résultat de M. Bartolone. J'espère ne pas être trop difficile à suivre. M. Bartolone avait obtenu aux élections régionales, en 2015, 190 000 voix. Si on croit les chiffres de la participation d'hier, ça veut dire que près de 66% des électeurs socialistes sont venus voter avec 3 fois moins de bureaux de vote. Moi, j'ai vu, et je crois que beaucoup de vos confrères journalistes étaient présents, des bureaux de vote vides toute la journée. C'est donc matériellement impossible. Ces chiffres me semblent gonflés à l'hélium solférinien, j'ai envie de dire, pour justifier une fois de plus que ce n'est pas un échec, alors que c'est un gros bide. Et je crois qu'en politique, on ne peut discuter sérieusement sur la base de faits avérés. Et moi, j'accepte pas cette opération de communication qui vise à faire croire qu'un échec serait un succès. Alors, si vous avez raison, s'il y a eu tripatouillage, est-ce que c'est grave? Est-ce que ça pourrait entraîner, je sais pas moi, l'annulation de cette primaire? Ah ben, ils en jugeront. Ça, moi, je ne sais pas. Je suis conscient de porter une attaque grave, mais je le fais sur la base de faits. Et je demande, donnez les chiffres à la presse, donnez tous les résultats des bureaux de vote, et on verra. Est-ce que véritablement c'est crédible? Au vu quand même beaucoup de vos confrères de différentes chaînes de télé ou radio étaient présents dans les bureaux de vote. Moi, j'ai vu. En fin de journée, peut-être qu'il y a eu un petit peu plus de participation. Mais ceux qui m'écoutent, parce que moi je le fais y compris par respect pour ceux qui sont allés voter. Est-ce que quand vous êtes allés voter, vous avez voté dans des bureaux de vote pleins? Moi, je crois que beaucoup de gens sont arrivés souvent avec un bureau de vote vide. Par exemple, je prends des chiffres de certains arrondissements, j'ai reporté, ça voudrait dire qu'il y a eu des votes, pratiquement plus d'un vote par minute. Est-ce que c'est ça que vous avez vu, ceux qui m'écoutent? Moi, je crois pas. Donc, il y a un problème, et les problèmes politiques ne se règlent pas par des magouilles. Si peu de gens sont allés voter, c'est pour des raisons politiques. C'est une sanction qu'ils ont portée vis-à-vis de ces gens-là. Et j'invite tous les candidats, j'invite Benoît Hamon, j'invite Manuel Valls et tous les candidats à demander la clarté. Il y a Monsieur Durugy qui l'a fait ce soir, il a raison. Il s'étonne quand mais il a bien raison, c'est tout à son honneur. Une question d'Eugénie Bastier du Figaro. Oui, excusez-moi, mais vous dites qu'il y a peu de participation. Bon, 1,5 million, très bien. C'est quand même beaucoup plus que Jean-Luc Mélenchon qui s'est autodésigné candidat de la gauche. Finalement, est-ce que les primaires, même s'il n'y a pas beaucoup de participation, c'est pas un peu plus démocratique qu'un candidat qui s'autodésigne comme le candidat de la vraie gauche? Et même s'il n'y a pas beaucoup de participation. Je ne m'autodésigne rien. Non, mais je veux dire, c'est quand même, il y a peu de participation. On a encore le droit d'être candidat sans passer par les primaires. Oui, mais est-ce que quand Madame Le Pen vient au micro, vous dites qu'elle est autodésignée? Qu'est-ce que c'est que cette mode désormais, où quand vous êtes candidat, avec 200 000 personnes qui vous soutiennent, vous remplissez les salles, et que vous dites que cette primaire socialiste... Mais si vous critiquez la participation et la faible participation, oui. Moi je vous dis, c'est quand même plus faible participation que Jean-Luc Mélenchon qui est candidat. Non, je vais vous dire, c'est une opération qui a fait que tout le mois de janvier a été saturé médiatiquement par ces débats. Moi, je vais organiser une primaire entre Jean-Luc Mélenchon et moi, et vous allez me donner 2 mois de débat entre Jean-Luc et moi. Voilà, pour décider lequel de nous deux est candidat. Bon, d'accord, mais vous trouvez ça ridicule, parce que vous dites bien que c'est une opération, une combine. Eux, quand ils se réunissent à 7, on a 1 mois et demi où ils ont des soirées entières, où y compris certains de vos confrères. Si vous l'avez fait, je vous condamne, on dit c'était la primaire de la gauche. Non, c'était la primaire du PS. Nombre de formations, je pense à celle de Monsieur Hull, le MRC de Chevènement, a voulu y aller, ils leur ont dit non. Ils se sont réunis entre eux, voilà. Et c'est ça qui est sanctionné ce soir. C'est ce que je suis en train de dire. Il y a une candidature qui permet d'éviter le second tour, selon moi. Moi, je suis un acteur politique, je suis pas un journaliste. Une candidature, me semble-t-il, qui permet ce second tour droite et FN, c'est celle de Jean-Luc Mélenchon, parce qu'elle a emprunté d'autres voies. Oui, alors, attendez, compris, vous allez avoir l'occasion de le répéter plusieurs fois. Mais nous faisons campagne depuis 1 an. Écoutez, j'ai quand même le sentiment. Sur la démocratie directe, dans le programme de Jean-Luc Mélenchon, il y a plein de choses pour la démocratie directe, pour redonner le pouvoir au peuple.
finalement les primaires, est-ce que c'est pas un moyen de redonner du pouvoir au peuple, Mais justement? est-ce que sur la base des faits que je vous donne, hier le Au moins, peuple les gens a eu le peuvent voter. pouvoir. Ils peuvent se Mais saisir moi de ce aussi, droit. mais ils vont pouvoir voter au mois d'avril, vous inquiétez pas. On en fait un meeting en hologramme le 5 février, mais je vous assure que les gens qui sont dans le meeting, c'est vote sera pas pas des par hologrammes, oui. Mais on peut. Ouais, non, bah, mais tu fais pas du vote en non, mais je hologramme, ça, c'est pour le plaisante, mais Parti tout de- socialiste. on a l'impression aujourd'hui, Réalité parce que cette augmentée. méthode fait à la fois plaisir aux Républicains et à la fois au Parti socialiste, les deux piliers de cette 5e République vacillante, que si t'es pas dans les primaires, t'es un ringard. Moi, j'accepte pas, et je le dis. Aujourd'hui, on voit l'opération, c'est un piège. Voilà. Regardez Monsieur Montebourg qui dit des choses intéressantes. Il est battu parce que il n'a pas compris l'exercice manifestement. Lui, il a plus parlé au pays que aux gens qui sont venus voter. Écoutez, j'ai fait un ouvrage qui s'appelle Le piège des primaires, qui raconte la sociologie de ceux qui viennent voter. Je ne les critique pas, mais dans ce pays, la clé de tout, c'est comment nous mobilisons les milieux populaires qui s'abstiennent. Eh bien, ils viennent encore moins à l'occasion des primaires. Et j'assure, moi je suis persuadé qu'une fois qu'on aura des chiffres et des éléments sur la sociologie de ceux qui sont venus voter hier, que c'est surtout des urbains, des gens âgés, des gens qui tournent autour des partis politiques, et que d'aucune manière ce peuple abstentionniste est venu voter. Donc vous voyez, c'est pas un exercice qui rapproche les milieux populaires, au contraire qui les éloigne. Faut être intégré à la vie politique, en comprendre les codes de ces partis, et je dirais presque en accepter les magouilles. Eh ben moi je dis non. Serge Julie. Oui, il y a évidemment un doute sur ces chiffres. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, on n'ira pas au-delà dans la mesure où nous n'avons aucun élément ici qui nous permette d'avancer là-dessus. Mais le doute... Attendez, on a l'élément de Christophe Borgel qui dit qu'effectivement il a bidouillé les chiffres. Mais il l'a pas dit comme ça. Presque. Il a laissé entendre que peut-être, ou voilà. En tout cas, il y a Vous un êtes doute. gentil. Quand on fait des primaires, effectivement, on doit être d'une clarté absolue. Ça doit être indiscutable. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils se sont dotés d'une haute autorité. La haute autorité a perdu beaucoup de son autorité, en tout cas dans cette affaire. La deuxième remarque que je voulais faire, c'est le fait que cette participation, admettons que ce soit 1,5 million, mettons même entre 1,3 million et 1,6 million, quelque chose comme ça, en tout cas tous ces chiffres ont été donnés, c'est une faible participation. L'essentiel, c'est quand même ça, parce que la primaire, c'était censé être un ascenseur, en tout cas pour les candidats socialistes, et pour l'amener, en tout cas, pas loin du deuxième tour, de l'accès au deuxième tour de la présidentielle. Donc ça devait lui donner une force qui permettait de bousculer et Mélenchon et Vous avez tout compris. et Macron, etc. En l'occurrence, c'est pas ce qui s'est passé. Donc, merci. Merci. Non mais c'est pourquoi je me. Non mais c'est pas ce qui s'est passé. Voilà, c'est la réalité, c'est que cet effet d'ascenseur n'a pas lieu. c'est pourquoi moi je veux qu'on soit précis sur les chiffres, parce qu'il va de soi, j'ai bien compris l'astuce. C'est que si j'accepte ces faux chiffres, évidemment, ça donne une autorité à ceux qui sortiront vainqueurs de cette primaire. Et je considère que cette autorité, ils ne l'ont pas. Voilà. Et mais ils ne pas l'ont à pas cause gagné. du doute, simplement. Voilà. Et que cette autorité, elle leur a été reprise, enfin, du moins, ce qu'il y a de passionnant pour ceux qui aiment la politique, c'est sans doute qu'il y a un cycle historique qui se termine, je crois. Oui, c'est le cycle de Mitterrand. Exactement. C'est le cycle des PDL. C'est-à-dire que le Parti socialiste qui avait une fonction que notamment M. Mitterrand avait réussi à forger, qui était le parti qui pouvait accéder au pouvoir, ça n'est plus le cas. Voilà. Et je considère avec Jean-Luc Mélenchon que nous forgeons quelque chose de nouveau. Et ça, c'est intéressant. Moi, c'est pourquoi, moi, j'ai été socialiste, je le dis à ce micro. Je ne crois plus à ce parti. J'en ai vu tous les aspects les plus sombres. Et je considère qu'il est un repoussoir. Que beaucoup de gens que je connais n'aiment plus même le mot de gauche. Parce que quand je leur dis que je suis de gauche, ils me disent, ils assimilent ça à ces pratiques. Donc, avec Jean-Luc Mélenchon, nous avons un vocabulaire différent. Je me considère comme un républicain, écologiste, social. Et insoumis. C'est le nom Et de votre insoumis. parti. Vous voyez bien, vous l'avez bien compris. Mais c'est important, ces batailles culturelles et sémantiques. Bah oui, mais c'est mon travail, je suis porte-parole. Oui, Alors, c'est normal. j'en ai que ce magistère-là à utiliser. On revient dans un instant. Alors, Alexis Corbière, cette idée que le PS serait peut-être en train de mourir, d'après l'avis de certains auditeurs, comme on vient de l'entendre. Moi, j'ai dit tout à l'heure ce que je pensais historiquement. Moi, je suis prof d'histoire, l'histoire me passionne. Mais après, je ne veux pas être arrogant dans ce micro. Moi, je fais campagne. Je pense qu'il faut convaincre des gens. On verra ce qui peut arriver. La politique, ce qu'il y a de passionnant, c'est que c'est toujours des dynamiques. Il y a des millions de gens qui vont rentrer dans ce débat, qui vont écouter les programmes. Je les invite à nous écouter, à écouter aussi les autres. Nous proposons de donner des pouvoirs nouveaux aux citoyens, passer en 6e République, une assemblée constituante, pas d'écart de salaire de 1 à 20 dans l'entreprise, là, répondre à la crise écologique. Non, ce que je veux dire, Ma c'est... question, c'était est-ce que le PS est en train de mourir? Non, ce que je veux dire, c'est que si nous n'existons pas, il revivra. Non, mais écoutez-moi, c'est que si ce discours-là n'est pas tenu, vous savez, la politique horreur du vide, eh ben peut-être que le PS retrouvera une fonction. Il y a plusieurs gauches. Voilà. Il n'y en a Et pas donc, qu'une, il y en a plusieurs. Oui, mais je le pose même plus comme ça le débat. Mais ceux qui veulent autre chose,
ceux qui veulent refuser la droite et l'extrême droite, mais qui veulent autre chose, et qui pensent que c'est pas dans le vieux chaudron du PS, si ce n'est au prix de manger les mêmes soupes, qui veulent autre chose. Nous sommes là, nous leur proposons, venez nous écouter, les amis, discutons de ça. Mais moi, ce que je n'accepte pas, c'est l'arrogance que je vois parfois de la part des socialistes qui, tel le soleil, pensent que les planètes doivent continuer à tourner autour d'eux, quoi qu'il arrive, quel que soit leur résultat. Ils ont, depuis 2012, ils n'arrêtent pas de prendre des échecs. Hier soir, je me suis amusé à sortir une vanne, c'est, ils perdent toutes les élections, et même celles qu'ils organisent, vous voyez, hier. Donc, ça suffit, voilà. Et sinon, c'est la droite et l'extrême droite qui va en profiter. Serge Gelé. Il y a la probabilité, c'est quand même que Benoît Hamon soit le candidat qui sorte vainqueur de cette primaire, et donc qui va être le candidat officiel de cette gauche rétrécie, mais qui est le Parti socialiste. Est-ce que vous allez discuter avec lui ? Mais est-ce que la gauche Mélenchon va discuter avec la gauche Hamon et Benoît Hamon, je le connais depuis 25 ans. Oh oui, je discute avec lui, le sujet n'est pas là. Par exemple, lorsque il y avait le vote sur la loi El Khomri, on lui a demandé plusieurs fois de voter la motion de censure qui permettait de sanctionner cette loi. Des désaccords avec Benoît Hamon et ses amis, nous en avons plein. Et jusque-là, il n'était pas d'accord avec les propositions que nous faisons. Souvent, la discussion avec Benoît était de dire que lui, il pense qu'il veut être premier secrétaire du PS et que sur les ruines du PS, il prendra la direction. Cette stratégie-là, personnellement, ne m'intéresse pas. Et c'est pourquoi nous faisons autre chose. Alors, à partir de là, nous, on a rédigé un programme, ça s'appelle l'Avenir en commun, 317 propositions. Cet exercice-là, Benoît ne l'a pas fait pour l'instant, Benoît Hamon. Aucun ne l'a fait d'ailleurs. Et je vais vous dire, il va avoir un autre problème. À mon avis, monsieur Hamon, s'il gagne, ce que je crois aussi être une possibilité, il va aussi vouloir, lui, rassembler tout le parti. Donc, il va valsiser son programme pour éviter que des secteurs valsistes, si je puis me permettre l'expression, partent vers monsieur Macron. Donc, à la fin, quel va être son discours pour parler avec nous, puisque vous dites ça? Je n'en sais rien. Moi, je prends la politique au sérieux. Moi, je sais, écoutez, on m'aime ou on m'aime pas, à travers moi, Jean-Luc Mélenchon, mais ce que nous disons me semble clair et cohérent. Donc, si on veut discuter avec nous, qu'on discute sur la base de ce que nous proposons. Oui. Il y a quand même de grands points de convergence. La 6ème République, l'abrogation de la loi travail, le non à Maastricht. Alors, il y a beaucoup vous avez trop d'intelligence pour résumer les choses comme ça. Premièrement, par exemple, je vais vous dire une chose. Monsieur Hamon, il dit retrait de la loi El Khomri. Mais tous les députés qu'il soutiennent et qu'il soutiendra sont les mêmes que ceux qui ont soutenu le gouvernement depuis 2012, dont notamment Madame El Khomri. Alors je pose une question, est-ce que Madame El Khomri sera la candidate aux législatives de Monsieur Hamon pour abroger la loi El Khomri? C'est une bonne question. Bah oui, mais ça montre l'absence peut-être de... Oui, mais ça montre l'incohérence que va devoir gérer notamment Monsieur Hamon. Et moi, je n'accepte plus l'incohérence. Oui, mais je n'irai pas dans les un certain nombre de convergences. Alors la 6ème République, je suis pour convoquer une assemblée constituante. Et il me semble que Benoît Hamon ne pose pas exactement la question comme ça. Mais après, si Monsieur Hamon parle comme nous, je m'en félicite. Mais je vous dis que... Est-ce que vous l'appelez à se désister en faveur de Jean-Luc Mélenchon? Oui, alors vous allez le faire à un moment donné. Je trouve que ce qui serait cohérent, c'est que au bout d'un moment, à quoi sert sa candidature? Ou du moins, à travers lui, celle du PS. Mais là encore, la politique, il faut faire des démonstrations. Moi, je comprends très bien que ce n'est pas parce que j'ai dit ça à ce micro qu'immédiatement, il se retire. Mais je leur dis clairement, au vu de la dynamique de notre campagne, au vu des contradictions qui les traversent, la question, je crois, va être posée pour des millions de gens. À quoi ça sert? Et je pense que l'échec du PS, quelque part, ils vont être hollandisés, si je puis dire. C'est-à-dire que cette incapacité que M. Hollande a à aller devant les électeurs, ça va être le cas aussi du candidat du PS, quel qu'il soit. Donc, les amis, ne faites pas perdre une possibilité qui est celle qu'on change l'avenir de ce pays et que nous puissions gagner. Ceux qui sont vraiment socialistes, aidez-nous, quoi. Je veux dire, franchement, on peut écrire ensemble une page nouvelle pour ce pays. C'est passionnant. Moi, là, je suis un peu enflammé à ce micro, mais je veux dire, je suis heureux. C'est votre nature. En plus, c'est ma nature. Mais moi, vous savez, Dieu vomit les tièdes, comme disait l'autre. J'ai dit ça pour Eugénie Bastier. Je suis comblé, Alexis Corbière. Est-ce que c'est totalement absurde, totalement exclu d'imaginer qu'il puisse y avoir une primaire entre Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon? Oui. Une petite primaire, vite fait sur le gaz. Allez, non, mais ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. Non, mais je veux dire, écoutez, on va pas. Et puis après, je propose qu'il y ait d'abord aussi une primaire pour savoir si on fait une primaire. Enfin non, mais là, je veux dire, on est à 90 jours du vote. Maintenant, faut arrêter. Ce qui justifie cette. Non, je reprends simplement comme une question. Le fait qu'il y a au moins trois candidats de gauche, au moins 3. Hein, si on prend pas, si on met Macron dedans, hein, si on met Macron ça fait des dedans, non, mais ça fait des si, mais comme une partie des socialistes vont aller se reporter sur eux, ça fait effectivement, en tout cas 3 pôles. Bon, on pourrait imaginer pour gagner la présidentielle que ces 3 pôles
trouve un programme commun. Oui, mais Serge Julie, non, c'est pas. C'est alors je veux dire, idiot, ce que Serge tu dis. Julie, vous avez l'expérience et je vais vous poser une question. Vous avez connu ça Mais moi, beaucoup mieux que moi. réponds Non, pas non. au- Le problème, le problème n'est pas le nombre de candidats. François Mitterrand est élu en 81 avec 5 candidats. En 88, il est réélu avec 6 candidats de gauche. En 74, quand il y a vous vous souvenez, la candidature 2002. prétendument unique de la gauche, il y avait encore 5 candidats. Ce que je veux dire, c'est que c'est un gadget de socialistes de dire il y a trop de candidats. Non, le mais problème, c'est leur 2002, ça faiblesse. coûte la- Un ça- programme commun, c'est c'est faux. pas un gadget. Non. Ou si vous mais- pensez que ça a été ouais, un je vais le dire gadget, autrement. La candidature qui rassemble de Macron à Mélenchon, ça n'existe pas. C'est de la langue de bois politique. Oui, mais enfin, Moi, je Mitterrand- respecte Monsieur Macron, mais je suis en radical désaccord avec Oui, lui. Cet mais- homme veut ubériser la société. D'accord, Donc, mais ce n'est France- pas du tout mon projet. Vous n'aurez jamais un candidat qui rassemblera D'accord. Mélenchon, Macron. Mais Pour des raisons vous étiez politiques. d'accord sur le fait que le cycle Mitterrand s'achève. Oui. Bon, Mitterrand, c'est quoi? C'est l'alliance avec le Parti communiste. Les programmes communs, le fond du programme commun entre les socialistes, dont Jean-Luc Mélenchon, et les communistes, il n'y en avait pas beaucoup. Et ben, en l'occurrence, la force de Mitterrand a été de faire un programme commun. Donc, Oui. c'est pas un gadget. Oui. On pourrait imaginer un programme commun entre Macron, Mélenchon et Hamon. Oui, non, mais on peut Non, tout. bah, vous, non, ça mais vous semble. non, mais d'un point de vue politique, Fictif. si on prend ça au sérieux pour dire des choses claires, il n'est pas possible de dire des choses cohérentes qui rassemblent le projet de Monsieur Macron et celui de Monsieur Mélenchon. Alors après, les appareils peuvent discuter entre eux, sortir une bouillie infâme et dire on s'est mis d'accord. Mais ça, c'est rejeté par les gens. Vous savez, je reviens à mon point de départ et je termine là-dessus. Vous ne remobiliserez des milieux populaires abstentionnistes et pourtant majoritaires dans le pays qu'en leur disant des choses claires et en mettant des candidats qui leur semblent honnêtes pour porter ça. Alors, Et c'est un appel que je lance. Les combinards qu'on a vus depuis 2012 seront des repoussoirs pour les milieux populaires. Les candidats aux élections législatives du PS, je le dis, qui ont tout voté depuis 2012, ne se cacheront pas derrière M. Hamon pour dire « Regardez-nous, on n'a rien à voir avec le désastre ». Alexis Corbière est l'invité du Club de la Presse. On revient après une dernière pause. À tout de suite. Et on en vient, Alexis Corbière, à cette campagne que mène Jean-Luc Mélenchon, campagne branchée, campagne moderne. On dit que il a plus de followers, enfin d'abonnés sur YouTube que Barack Obama. Il en a quand même 10 fois moins. Je suis allé regarder qu'une petite blogueuse qui donne des conseils de maquillage qui s'appelle Enjoy Phoenix. voilà, et qui a 10 fois plus. Enfin bref, il a quand même, pour un homme politique, beaucoup de monde sur YouTube. C'est le meilleur. Et il va faire des C'est le hologrammes meilleur à en homme côté. politique. Ouais. Oui, et puis aussi ça. Non, mais premièrement, ça c'est vraiment la patte de Jean-Luc Mélenchon pour ceux qui le connaissent. C'est un passionné de ces nouvelles technologies. Ça, il trouve que c'est des lieux aussi où les idées circulent. C'est ça qui est bien. Nous, on n'a jamais méprisé tous les endroits où il y a des idées peuvent circuler. Il faut les investir. Ce qui nous amène même parfois, à ce que même Jean-Luc, là je reviens à la presse, répond aussi des fois à une presse plus people. À partir du moment où les gens le lisent, il n'y a pas la belle presse noble et c'est pareil pour Internet. Mais ce qu'il aime bien, c'est qu'il n'y a pas de presse du tout, non? Quand il fait sur YouTube ses émissions où il est à la fois l'animateur, l'interviewé, C'est l'intervieweur, deux les mêmes. choses. Non, mais je vois la taquinerie qu'il y a derrière, mais c'est important. Et franchement, Jean-Luc Mélenchon n'est pas quelqu'un qui boude la presse. Après, on vous rudoie parfois parce qu'on porte une critique citoyenne vis-à-vis des médias. Et après, vous la jugez de qualité ou pas, mais ça me semble nécessaire. Mais aussi, c'est bien qu'il y ait notre propre média qui permet que Jean-Luc, sur un temps long, développe 20 minutes, une demi-heure, un thème, une revue de presse, etc. Et c'est cette qualité, je crois, cette authenticité, ces analyses qui intéressent les gens. Vous savez, parce que ce serait trop facile. C'est pas seulement le contenant qui règle le problème, c'est aussi le contenu. Les gens ont soif aujourd'hui de débats politiques en vérité, mais ils en ont marre des communicants. Donc nous, faites pas abuser sur le fait que certes, on utilise aujourd'hui ces techniques, on est attentif à ce qui est, mais Jean-Luc Mélenchon, il cherche pas à faire le Jones, il est lui-même. L'hologramme, c'est un peu la recherche du buzz, non? Alors, expliquez-nous l'hologramme, ce qui va se passer exactement. Alors, ce qui va se passer, c'est génial. Et Dalida, comme Dalida. Ouais. Déjà, comme c'est Dalida. une première mondiale en direct qu'un homme politique, parce qu'il y a déjà eu des enregistrements, mais va faire un meeting en hologramme. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon fait un meeting à Lyon, qui va être notamment sur les nouvelles frontières de l'humanité, comme nous disons, c'est-à-dire qu'il va développer sur Le transhumanisme. non, mais la possibilité aujourd'hui de se tourner vers l'économie de la mer, l'espace, qui permettent véritablement de développer vraiment l'humanité et de mettre en avant toute l'intelligence humaine. C'est aussi une manière de répondre à Madame Le Pen, qui il y a quelque temps avait dit qu'elle voulait supprimer la scolarité gratuite aux enfants d'étrangers, et pour nous, l'ignorance, je veux dire, vis-à-vis des enfants étrangers, nous semble être une régression par rapport à la conception. Mais non, j'ai pas compris. Si, Alors, mais le c'est que hologramme, donc- nous voulons faire un Alors, meeting Jean-Luc qui est une Mélenchon, ode- il sera Attendez, physiquement à il y a Lyon. pas le rapport, je suis en train d'expliquer. C'est une ode à l'intelligence et à la culture. Et que la culture et l'intelligence, ça peut nous amener tous vers le haut. Voilà. Et le clin d'œil que nous faisons, c'est notamment d'utiliser Alors, si c'est cette Mitterrand en technique hologramme, ça ira plus vite. qui est de faire au même moment
le meeting aura lieu en hologramme dans une salle à Aubervilliers, dans une salle, il y a d'ores et déjà 3000 personnes inscrites, et ce sera génial. Voilà, écoutez, on a le droit aussi de s'amuser, et de considérer que c'est original, un moyen original, une technique pour faire passer des idées. Et voilà, moi, il y a beaucoup de gens qui ont envie de vivre ça, et vous verrez que beaucoup de gens feront ensuite pareil. Mais c'est ça l'hommage qu'on veut rendre. C'est beau l'intelligence humaine quand elle est partagée. Et j'ai envie de dire, malheur à ceux qui croient que l'ignorance doit être infligée notamment à des enfants d'étrangers. L'hologramme, pour moi, c'était pas la définition de la culture et de l'intelligence humaine. Bah c'est quoi alors? C'est bien le cerveau humain qui l'a inventé. Non, mais d'accord. L'intelligence artificielle. Oui, d'accord, mais bon, excusez-moi, d'avoir une autre vision de la culture, notamment de la culture française, que l'hologramme, qui est un peu un gadget technologique, mais. C'est ce que je suis en train de dire, c'est Madame amusant, Bastier. mais si vous voulez, mais c'est pas non plus. Mais vous croyez que Jean-Luc Mélenchon, on est les seuls. Jean-Luc Mélenchon a terminé tous ses meetings par des poèmes, des lectures de Victor Hugo, la culture. Donc l'hologramme est un média. Mais ce qu'on veut illustrer, c'est que c'est sans limite. Le recrutement est en cours, là. Voilà. Non, mais pourquoi pas? Et je sais que ça vous séduit d'ailleurs. Nous, c'est gloire à l'intelligence humaine, gloire à la culture française et du la Figaro est littérature. séduite par Mais Mélenchon. ouais, on l'a pris au C'est piège. Alexis Corbière qui le dit. Ça me s'est dit plus aussi, oui. Un tout dernier mot parce qu'on arrive au bout. Vous êtes un élu de Paris. C'est très très polluant en ce moment Je ne à suis Paris. plus élu à Paris. Oh Je là croyais, là, je mais croyais, non. mais vous l'avez été, À en cause tout des cas. socialistes d'ailleurs. En tout cas, qu'est-ce que vous dites de cette politique qui consiste à chasser les voitures de la ville? Ça fait un gros débat en ce moment. Est-ce que en fermant des voies, en fermant des voies express et les quais, on augmente la pollution ou on la réduit? Non, mais moi je ne serais pas démagogique. Il y a un problème de santé publique et de pollution. Voilà. Évidemment. Et le tout voiture ne doit pas dominer. Donc voilà, évidemment, on doit modifier nos comportements. Il faut développer les transports en commun. Je suis pour aller vers la gratuité des transports en commun. Et franchement, voilà. Donc si on modifie pas nos comportements et notamment notre rapport à la voiture, ça n'ira pas. Moi, je suis père de famille, j'ai 3 enfants, je vis sur le boulevard le long du périphérique. Voilà, la bronchiolite pour les gamins, qui a été le cas de tous mes enfants, ça suffit. Et les chiffres sont en train de monter. Donc soit on fait rien, et on s'enferme chacun. Bon, voilà. Et de ce point de vue-là, il faut prendre des mesures. Voilà, la mortalité, vous savez, le taux de mortalité est élevé. On a des maladies aujourd'hui qui se développent. Donc, il faut. Mais après, j'admets qu'il faut que ce soit peut-être accepté par les gens et qu'il y a souvent des méthodes. Mais là, il y en a plus qu'avant. C'est ce qu'on est en train de dire. Oui, bah, c'est pourquoi il faut prendre des mesures. Voilà. Merci beaucoup Alexis Corbière, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, invité du Club de la Presse.